Encore une élection volée, le pire c'est que c'est encore de notre faute, chers amis. Il est l'heure du 157e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour cet épisode attendu par la France, et débrief du second tour des législatives 2024. Vous l'attendiez, on y est, ça y est, on va un petit peu décortiquer tout ce qu'il s'est passé, mais vous connaissez la guinguette, loin de moi l'idée de vous dire des banalités en mode on a battu le fascisme ou l'islamo-gauchisme a gagné, enfin bref, on va réfléchir, je sais que ça peut surprendre, on va essayer de garder l'esprit froid, c'est le thème de cette vidéo. Comment analyser cette mascarade en évitant les logiques idéologiques, les logiques de parti, l'aveuglement volontaire, bref, on va être dans le plus pur style du juste milieu. Et pour ça, si vous avez envie de soutenir la démarche, n'hésitez pas, les copains, à vous abonner. Vous le savez, on a besoin de votre force. Vous êtes beaucoup à regarder, à dire je m'abonnerai plus tard, pour l'instant, et si je me mettais l'intégrale des Kids United. Arrêtez. Maintenant, vous vous abonnez. Il en va de votre santé. Alors, les copains, vous le savez, avant d'attaquer le gros menu du jour, c'est un véritable succès, un petit raz-de-marée qui est en train de démarrer. Mon nouveau livre, Emmanuel Macron, est-il fasciste? 14 points de réflexion pour arrêter de se tromper et d'imaginer que le fascisme à venir est toujours le danger numéro 1, que ce soit Mélenchon ou Bardella. Essayons d'analyser les germes fascistes que nous avons sous les yeux. Déjà plus de 2000 personnes qui ont découvert cet ouvrage. Ça y est, les premiers exemplaires inondent la France. C'est à vous de jouer, les copains, si vous voulez découvrir ce livre. Lien en description, je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en parler et vous allez voir que c'est terriblement d'actualité. Alors, on va y aller. Aujourd'hui, épisode particulier, les amis, analyse bien sûr de ce second tour des législatives 2024, des forces en présence, de la nouvelle composition politique de notre pays. On va se poser toutes les questions, mais surtout les questions qui fâchent. Et d'abord, les résultats avec cette nouvelle carte. Ça y est, elle est officielle, la carte des résultats de un peu comment la France est morcelée avec les résultats politiques. On a la nouvelle composition de l'Assemblée. Je vous prends les chiffres du Monde en date du 8 juillet. On est aujourd'hui avec le nouveau Front populaire à 182 sièges. Donc il est très intéressant de regarder le découpage pour voir les dynamiques en présence. La France insoumise à 74 sièges contre 75 dans la composition de 2022. Le PS à 59 sièges contre 27, Europe Écologie Les Verts à 28 contre 16. On a le parti présidentiel Ensemble qui arrive avec 168 sièges, 102 pour Renaissance, 33 pour le Modem, 25 pour Horizon et 8 pour Autres, c'est-à-dire des gens qui font des lipettes à Macron mais qui ne savent pas encore vraiment dans quelle équipe. Voilà, c'est Autres. Donc on est loin de la déroute du parti présidentiel, on y reviendra dans cette vidéo, et le RN qui se retrouve avec 153 sièges, 126 pour le RN, 17 pour l'Union d'extrême droite, donc ceux qui ont suivi Docteur d'Enfer, j'ai nommé Éric Ciotti, et les LR sont à 45, donc les LR qui n'ont pas suivi Éric Ciotti, c'est-à-dire les LR pro-Macron. Oui. Alors, avant d'analyser un petit peu tout ça, les amis, d'analyser vraiment dans le style de juste milieu, ce que vous savez qu'on fait depuis plusieurs semaines, où je refuse les logiques partisanes, je refuse de critiquer les partis au prétexte de « si tu critiques machin, t'es pour bidule », on est un petit peu plus intelligent que ça sur juste milieu, mais d'abord, quelques séquences pour se mettre en appétit, pour s'échauffer. Attention au claquage, c'est quand même très important, et c'est vrai que on a un contexte général. On est tous là en train de réfléchir, à dire « oui, quand même, la politique, c'est sérieux ». Non, on avait des séquences qui nous donnaient un petit peu le tempo de ces élections. Regardez sur CNews, un invité sur le plateau en direct qui parle de l'état psychologique d'Emmanuel Macron. Mais ils sont effrayés. J'étais dans une sorte de Macronie profonde. Ils sont effrayés. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va tout tenter, il va tout faire. L'article 16, un référendum sur la Constitution, etc. Tellement ils sont effrayés, en effet, de l'état psychologique du président de la République. Donc aujourd'hui, on a des journalistes français qui clairement vous disent que l'autre est jobard. Et nous, on est là en mode « ouais, non, mais quand même, faut le prendre au sérieux. » Non. Alors, le fait d'être jobard n'oblige pas à être un abruti. Ça, vous le savez, je vous le dis depuis plusieurs semaines, qu'Emmanuel Macron est un état psychologique particulier, c'est une chose, mais qu'il fasse n'importe quoi, c'en est une autre. Et je pense que son état psychologique particulier ne l'empêche pas, bien au contraire, de mener une politique et des stratégies politiciennes d'un cynisme absolu, mais qui réussissent. On y reviendra dans quelques minutes. Autre séquence pour vous dire un petit peu où on en est, à la fois dans notre politique, mais aussi dans nos médias. Sur BFM, le 3 juillet, Apolline de Malherbe en direct, qui reçoit un texto de Rachida Dati, ministre de la Culture, et qui le lit.
je précise que je reçois à l'instant un message de Rachida Dati, qui écoute visiblement cette émission. Bah là, et qui il tente dit- d'écouter, de et qui télécharger, d'écouter, de et qui refaire le dit, replay. à cette époque, les féministes de gauche, à une autre époque, les féministes de gauche avaient poursuivi et fait condamner Orelsan, considéré de droite. Voilà, hein, allez voir en Corée du Nord si c'est pire. Voilà, un ministre qui envoie en direct un texto à une journaliste en disant « Tiens, tu devrais dire ça ». Ah ben la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Jeff Panaclock. Sauf que lui, il avait le bras dans le cul de sa peluche. Après, je sais pas ce qu'elles font, Malherbe et Dati. Ferme ta gueule. Et tout ça pour dire que ce sont ces médias-là qui vous ont dit qu'il fallait faire barrage au fascisme. On va y revenir. Alors, d'autres petites séquences hein, pour montrer un petit peu l'ambiance générale de ces élections, une ambiance où c'est vraiment la salsa du démon. Là, on n'a plus les mots. Ouais. Révélation du Parisien en date du 4 juillet qui nous dit que Emmanuel Macron a appelé Faustine Bollard, donc la présentatrice TV, pas celle qui a inventé le stade. Arrête, Dimitri. C'est ridicule. Et Emmanuel Macron lui aurait demandé de l'interviewer sur la façon dont il a vécu la dissolution une semaine avant le premier tour. Faustine Bollard a refusé. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un point commun entre Poutine et Faustine Bollard. C'est-à-dire que tous les deux pensent que Macron est une ex qui s'accroche. Et puis sinon, hein, dans la catégorie les rats quittent le navire, je vous en parlais déjà la semaine dernière, le Canard enchaîné du 3 juillet relate des déclarations de Bruno Le Maire qui a dit, hein, il parle de l'histoire de l'Empire romain qui touche à sa fin, et il dit également, c'est la décision d'un homme seul. Avoir l'orgueil de penser que vos qualités personnelles peuvent permettre de s'opposer au mouvement de fond est une grave erreur. Aujourd'hui, le plus lucide sur la politique de Macron, c'est Bruno Le Maire, qui a écrit un livre où il parle de son fion. Et d'ailleurs, en parlant de Bruno Le Maire, qui va assurément dégager de son poste de ministre de l'économie, on a pu lire également dans les médias qu'il réfléchissait à rebondir au Forum économique mondial. Voilà, avec Klaus Schwab. En fait, être complotiste, c'est has-been. Hein. Du côté de la France insoumise, là encore des petites séquences d'échauffement. C'est Clémentine Autain qui déclarait « Un Mélenchon joue le RN pour avoir le chaos car il a besoin du bordel pour espérer concourir à la présidentielle. » Voilà. C'est dans le Canard enchaîné du 3 juillet, là encore. Alors c'est très intéressant parce que la France insoumise participe à un nouveau front républicain, donc à une alliance de copains, alors qu'ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Le groupe vit bien. Autre scission, on en a beaucoup parlé, c'est celle de François Ruffin, hein, qui se sépare officiellement de la France insoumise. C'était le 4 juillet, il déclare ceci. Oui, j'en suis parti. J'ai refusé l'investiture de la France insoumise il y a 15 jours. Mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds, sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a réagi. Il a dit non, attendez, l'heure est grave, barrage au fascisme, l'heure n'est pas au règlement de compte. Une élection aussi dangereuse n'est pas le moment de régler des comptes personnels. Et lui, en particulier, se met en danger parce que quand il dit « moi je quitte les Insoumis », alors même qu'il est sur une circonscription qui a été attribuée aux Insoumis et qui l'ont investi, les gens qui votent ne savent plus pourquoi ils votent. Alors, le même Jean-Luc Mélenchon qui a refusé que certains de ses anciens copains, Garrido, Corbière et compagnie, soient présentés aux législatives sous l'étiquette. Lui, il a réglé ses comptes, ça c'est bien, mais que les autres règlent leurs comptes, ça c'est non. Voilà, c'est en même temps, finalement c'est en même temps. On a eu également une petite séquence démocratique par Antoine Léaumont de la France Insoumise qui s'est filmé pour les réseaux sociaux en train de faire du tri sélectif. Bonjour et bienvenue devant des affiches du Rassemblement National qui viennent d'être collées. Et c'est très simple pour s'en débarrasser des fachos. Il suffit de les décoller car comme ils ne collent jamais, comme ils ne font jamais rien et qu'ils se contentent simplement de poser de temps en temps une affiche et juste d'avoir des bulletins de vote dans les bureaux de vote, et ben voilà, il suffit très simplement d'être prêt à tirer dessus et en dessous vous retrouvez le bulletin de vote qu'il faut mettre dans l'urne. Voilà, hein, donc une fois de plus, hein, qu'aurait été la réaction des supporters LFI si Marine Le Pen s'était filmée en train de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Du côté du Parti Socialiste, je pense que ça devient un running gag. Ouais. On aura eu Groucho-Marx, on a eu Anne Hidalgo. Voilà. Pendant que le pays est à feu à sang, elle veut aller mettre son cul dans l'eau. Et elle nous en parle. Elle nous en parle. Hidalgo, dans les 4 vérités le 3 juillet, elle nous dit que... J'arrive pas... Elle a choisi son maillot de bain. Si vous avez trouvé le maillot de bain qui va vous permettre de vous baigner dans la Seine. Absolument, bien sûr. Ah, oui, tout à fait. Et c'est une combinaison ou c'est vraiment un maillot? Vous verrez, ça sera surprise. Et c'est quand alors? Alors ça va être, j'ai laissé passer d'abord les orages, parce qu'il n'est quand même pas fait très très beau. Il fait encore pas très beau aujourd'hui. Et ça... Je sais pas quoi vous dire, mais
Allez, on continue. Du côté du Rassemblement national, hein, alors on en a beaucoup parlé, on va bien sûr diffuser ça parce que ça se fait toujours marrer. Les séquences folles des candidats RN aux législatives, petit échantillon. Il y a d'autres médecins d'autres pays qui n'ont pas notre savoir-faire à nous, qui viennent nous soigner, qui apprennent sur le tas. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Oui, c'est sûr, c'est des vies en danger, c'est sûr, mais pourquoi on ne ferait pas pareil? Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. Votre programme, c'est de supprimer les REP. Les zones? Les réseaux d'éducation prioritaire. C'est le programme de Jordan Bardella. Excusez-moi, ça vous me posez une colle, j'ai pas vu. Alors, les amis, vous connaissez la guinguette. Alors, évidemment, c'est marrant, évidemment, c'est ridicule, mais j'aimerais quand même porter un petit bémol là-dessus. Warning, je préfère prévenir, je vais défendre des candidats du RN, donc non, je ne suis pas néo-nazi. Voilà, non mais je sais que c'est très important. Parfois, je dis beaucoup de bien de propositions ou de candidats de la France Insoumise, tu vois. Donc je ne suis pas islamo-gauchiste. Non mais juste pour prévenir, parce que c'est vrai que la façon de réfléchir façon BFM TV, c'est-à-dire le manichéisme politique où les gens sont des abrutis. Si tu défends machin, c'est que t'es pour machin. Voilà, là on est sur juste mieux, donc on est sérieux. Voilà. Donc je vais dire du bien du RN, mais je ne vote pas RN. Voilà. Je dis du bien de LFI, je ne vote pas LFI. Je sais que c'est pas facile à concevoir, mais voilà. Alors, voilà, petit bémol quand même, parce que cet effet de zoom sur les erreurs de candidats politiques, quels qu'ils soient, c'est un effet basique. Vous prenez des séquences de n'importe qui, vous les mettez côte à côte, ça donne une impression de très mauvais niveau ou de très bon niveau si vous mettez des séquences positives. Mais ça marcherait pour décrédibiliser n'importe quel parti. Donc, qu'on soit quand même honnête intellectuellement sur le fait que les médias ont contribué à relayer ce genre de choses et qu'ils auraient très bien pu le faire au hasard sur les membres du gouvernement, parce qu'on a quand même une sacrée pelletée d'abrutis, ou sur les membres d'autres partis, comme le Nouveau Front Populaire, ou qui vous voulez. Donc, petit bémol là-dessus. Et aussi, j'aimerais souligner la mauvaise foi du système médiatique, une mauvaise foi assez sidérante, parce que les candidats RN, on peut se foutre de leur gueule. Ils font des fautes de français, ils connaissent pas le programme, hein, on peut se moquer, c'est sympa. Par contre, quand c'est Rachel Keke de la France Insoumise, là, on vient hurler au racisme, parce que parfois, elle fait aussi des fautes de français, ou quand c'est Stéphane Séjourné du gouvernement, on vous dit « Mais vous n'avez pas honte de rigoler, il est dyslexique, vous vous moquez des handicapés ?» Voilà. Donc c'est très intéressant de voir ce système médiatique qui tantôt va protéger des candidats, tantôt va en jeter certains aux gémonies. Donc ça m'énerve un petit peu. Et puis, autre chose, attention au mépris de classe. Voilà. Je suis sidéré de voir des gens dits de gauche qui se foutent de la gueule de gens du peuple qui vont faire de la politique, certes pour leur ennemi qu'est le RN, mais les élections législatives sont l'un des rares scrutins en France où des gens du peuple, comme vous et moi, peuvent faire de la politique. C'est-à-dire qu'on passe des années entières à se plaindre qu'on voit toujours les mêmes politiciens à la télé qui sont bien avec leurs éléments de langage et qui ont fait de la politique un métier. Or, quand il y a des gens du peuple qui arrivent avec leurs moyens, avec leur maîtrise des dossiers, eh ben on se fout de leur gueule, parce qu'en fait c'est le RN. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Pour tout parti. Le jour où on se foutra de la gueule d'un candidat du peuple sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, je vous dirai la même chose. Et c'est d'ailleurs sûrement arrivé. Juste pour rappeler quand même que les gens dont on se moque sont des gens du peuple qui prennent leurs responsabilités pour essayer de faire de la politique autrement que tous ceux que vous voyez à la télé et sur lesquels vous râlez chaque jour. N'oublions pas ça quand même. Ouais, c'est pas faux. Et puis sinon, hein, du côté de Reconquête, c'est la fin des haricots rouges. Enfin, blancs, si on regarde leur programme. C'est la... Ouais, non, celle-là, c'est la fin du truc. Hein, vraiment, Sarah Knafo prise en défaut sur BFM TV. Le 4 juillet, c'est vraiment... ça sent la fin du bal. Si vous voulez, quand on a commencé, quand avec Éric Zemmour, avec d'autres, quand on a commencé à lancer Reconquête, on était à 1% dans les sondages. Et on était 5 dans mon salon. Et on y a cru. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on y croit? Parce qu'on est les seuls à porter un certain discours. On est les seuls... Heureuse, je suis désolée, je peux pas être malheureuse quand je vois que les Français il y a quelque chose que j'ai du mal à suivre. Vous venez de dire à juste titre, on est parti à 5 dans un salon et on faisait 1%. Ouais. Aujourd'hui, vous faites 0,75 aux législatives. Donc on a l'impression que vous êtes revenu à la case départ. Alors si vous voulez... Donc petit pronostic, on connaît ma qualité là-dessus. À mon avis, Éric Zemmour revient chroniqueur CNews d'ici 1 an. Ouais. Ah, je vous le signe, parce que là, en politique, il fait 0,7%. T'es même pas délégué de la classe. Hein. T'es pas en charge des gommes.
C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Mais les amis, je crois qu'on est assez échauffés. Maintenant, il faut y aller, il faut analyser un peu ces résultats des législatives 2024. On va y aller point par point dans un format un petit peu longué en ce moment, vous le savez, mais il est important de prendre le temps justement pour réfléchir. Et d'abord, le premier grand point que je voulais évoquer avec vous, nous avons une fois de plus eu droit à de bien curieux sondages. Vous le savez, chez nos amis belges ou suisses, les résultats sortent avant 20h, parce que la loi française qui oblige les médias à sortir les résultats après 20h ne s'impose pas dans d'autres pays, évidemment. Et on a eu des choses très intéressantes, hein, notamment dans la Tribune de Genève en Suisse, ou dans un média belge qui s'appelle La Libre. On a pu voir à 18h50, hein, ils ont relayé dans leur fil d'actu, un sondage Ipsos qui annonçait le RN à 228 sièges, le NFP à 161 et Ensemble à 124. Et à 19h29, 39 minutes plus tard, nouveau sondage Ipsos encore, avec le RN entre 135 et 155, le NFP entre 170 et 190 et Ensemble entre 150 et 170. Donc, ces mêmes sondages qui nous ont dit depuis des semaines entières que le RN devait tout remporter, jusqu'à parler de majorité absolue, toujours sur la base de sondages. Alors Ipsos, Odoxa, tous les copains de la mafia, bref. Et au dernier moment, ils ont changé. Jusqu'au dernier moment, ils ont dit n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Soit ces instituts de sondage ont commis une nouvelle erreur, après le Brexit, 2005, Trump, et aujourd'hui, ce second tour des législatives 2024, pour ne pas parler du changement de voix qu'il y a eu entre Macron et Le Pen en 2022, soit ces sondages sont volontairement un outil dont la qualité ne fonctionne plus et qu'on utilise à dessein pour trafiquer la sincérité des scrutins. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut se poser cette question, en préambule de tout ce que je veux vous dire, d'arrêter avec ces sondages électoraux. Ça se fait dans plus d'une quinzaine de pays dans le monde, notamment en Italie, où les sondages électoraux sont interdits 15 jours avant le premier tour. Je propose que l'on fasse exactement la même chose en France. On a créé une initiative populaire sur Juste Milieu. Je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire « Ouais, mais ça sert à rien ». Ça sert à rien si vous ne relayez pas, si vous ne participez pas, pardon. Sauf que si tout le monde partage ce lien, si la question s'empare des réseaux sociaux, donc s'empare des médias, à un moment donné, on pourra la mettre sur la table. Donc je compte sur vous, les amis, si vous voulez arrêter avec cette mascarade. Lien en description. Donc ça, c'est dit, hein, les sondages qui ont une fois de plus contribué à trafiquer ces élections, parce que ces sondages nous disent depuis des semaines que le RN allait tout remporter, que le NFP finirait deuxième, voire troisième, et résultat, ils se sont trompés sur toute la ligne, personne n'avait vu venir cette victoire du nouveau Front Populaire, victoire relative, on y reviendra. Et donc, forcément, hein, tout le monde, Le Monde, par exemple, dans un article du 8 juillet, nous parlait d'une surprise générale concernant les résultats. Forcément, les sondages ont dit n'importe quoi, mais deuxième enseignement et deuxième grand point de l'analyse, ce front républicain qui fonctionne parfaitement. Oui les amis, je vais pas vous mentir, je suis complètement remonté contre cette connerie de front républicain qui est un outil de propagande du système médiatico-politique qui arrive à vous faire gober à chaque élection que vous allez vous battre contre plus grand que votre adversaire politique, vous allez vous battre contre le fascisme, contre l'islamo-gauchisme, et on vous prend pour des girouettes avec ces médias qui, d'ailleurs, nous expliquaient après l'attaque du 7 octobre et le RN qui avait pris une position pro-Israël, on avait dit « Non, mais le RN, ils sont super, vous avez vu, ils mettent des cravates. Ils ont rompu avec l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. » On vous a dit à ce moment-là, finalement, l'antisémitisme, c'est LFI. Et aujourd'hui, on inverse encore la mire. On redit à nouveau que le RN est l'ennemi. Bref, vous avez compris qu'on vous prend pour des idiots selon les intérêts du système. Mais on y reviendra plus longuement. Ce qui fait que ce front républicain a permis des originalités assez curieuses. Hein. Grâce au front républicain, on a eu François Hollande de retour, par exemple, élu en Corrèze sous l'étiquette NFP. On a eu Darmanin, élu grâce à un retrait d'un candidat NFP. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire qui prétend lutter contre les violences policières a contribué à la réélection du ministère de l'Intérieur, coupable de certaines de ces violences policières. En tout cas, des gens qu'il a sous ses ordres. On a eu Elisabeth Borne, élue grâce au retrait d'un candidat NFP. Le nouveau Front populaire qui prétend vouloir retirer la réforme des retraites et qui aide celle qui l'a mise en place. On a eu Dominique Voynet, deuxième, dans la deuxième circonscription du Doubs, qui a été élu grâce à un retrait du parti présidentiel. Dominique Voynet, rappelez-vous, c'est elle. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire.
suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit « La Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée ». Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. Donc tout se passe voilà, comme sur des roulettes. On a fait gober cette histoire de front ou de barrage républicain qui n'est pas du tout un barrage à ce qu'on croit et qui est encore moins républicain. Tout ça appuyé par des choses quand même curieuses. Le Figaro du 8 juillet nous parle de 3,2 millions de procurations sur ce second tour des législatives 2024, dites-vous que c'est 4 fois plus qu'en 2022. Et ça passe comme une lettre à la poste. On vous justifie tout ce qu'on veut avec cette histoire de barrage républicain. Les gens se sont mobilisés. Mais en 2022, il y avait déjà le RN, donc déjà le nazisme. Et pourtant, on a 4 fois plus de procurations. Et ça n'interroge personne. Donc on a eu de la propagande médiatique jusqu'au bout, les amis. On continue encore aujourd'hui de vous dire n'importe quoi. On vous parle d'une défaite du RN. À quelle heure c'est une défaite quand un parti prend 70% de sièges en plus? À quelle heure c'est une défaite? Regardez l'évolution du nombre de députés du RN depuis 30 ans et venez me justifier mathématiquement qu'il s'agit d'une défaite. Même chose pour le nouveau Front Populaire. On vous parle d'une victoire pour dire aux gens vous avez vaincu le fascisme. Mais c'est une victoire de 4 partis réunis qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. C'est une sorte d'alliance mais qui est complètement factice, qui n'existe pas, qui va exploser dans les jours à venir. On va en reparler. Et surtout, les médias ne vous parlent pas du vrai gagnant de tout cela, Emmanuel Macron. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Et oui, les amis, je peux vous dire que ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça, mais Emmanuel Macron est le grand gagnant de ces législatives 2024. Et on va voir pourquoi. Point par point, déjà, pour le nouveau Front Populaire, aujourd'hui, la position est simple. Il y a 2 choix. Trahir ou assumer. C'est pas plus compliqué que ça. On l'a vu, vous le voyez comme moi. Je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines en arrière, parce qu'en plus, on a l'exemple de la NUPES. Ça s'est passé exactement de la même manière. Le nouveau Front Populaire va exploser. À 20h10 sur les chaînes de TV en direct, après les résultats du second tour, vous aviez Olivier Faure, Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon qui parlaient en même temps, mais à des endroits différents. Donc, où est l'union? Où est l'alliance? Où est le front qu'il y a entre ces partis-là qui ne poursuivent pas du tout les mêmes objectifs? Donc aujourd'hui, on a une course à l'ego comme prévu, qui était celle de la NUPES. On a une fausse alliance qui est révélée au grand public. Chaque heure qui passe, ou presque, on a des déclarations qui le démontrent. Pour vous dire, pêle-mêle, j'en ai quelques-unes. Les premières tensions, donc dans le Parisien du 8 juillet, on avait Glucksmann, Raphaël Glucksmann, qui a déclaré au soir des résultats « C'est fini Jupiter, mais il n'y aura pas Robespierre non plus », dans ce qui est un tir direct à Mélenchon. On peut lire également Olivier Faure qui a dit « Avancer ensemble suppose de la démocratie en notre sein ». Donc, ce qui explique que pour lui, il n'y en a pas ou il y a le risque qu'il n'y en ait pas. Emmanuel Grégoire et l'UPS à la mairie de Paris sur France Info le 8 juillet qui dit « C'est le PS qui va avoir le groupe le plus important à l'intérieur du nouveau Front Populaire ». Qui au sein du nouveau Front Populaire est le groupe le plus important? Mon sentiment, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que c'est le Parti socialiste qui va avoir le groupe le plus important à l'intérieur du nouveau Front Populaire. C'est pourtant la France insoumise qui a le plus de députés, 75, 65 pour le PS. En fait, non, c'est rien. C'est pas comme ça que vous comptez. Non, mais c'est pas ça. C'est juste qu'à quelques unités près, on ne sait pas. Il va y avoir un travail dans les jours à venir, et même dans les heures à venir, vous l'avez évoqué, Jean-Jacques Bertolus. Donc vous voyez que tout est déjà en train de se casser la gueule, que la principale dynamique aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui l'a, eu égard aux résultats de Glucksmann aux européennes, qui étaient bien au-delà du PS, et autant au moment de la NUPES, la France insoumise pouvait s'appuyer sur la dynamique présidentielle de Mélenchon, ce qui mettait la LFI en tête de la NUPES, mais aujourd'hui, les cartes ont changé. Aujourd'hui, c'est le PS qui est dans la principale dynamique, c'est le PS qui a quasiment doublé son nombre de sièges, là où la France insoumise en a perdu 1. Donc,
il est très intéressant de ne pas se leurrer là-dessus et que les représentants de la France Insoumise ne leurrent pas leurs propres électeurs. Ça n'est pas la LFI qui dirige le nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, symboliquement, j'ai déniché un petit truc, je vous montrerai dans quelques minutes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Emmanuel Macron les a complètement utilisés. Il a utilisé le nouveau Front populaire comme jamais. Manon Aubry commence d'ailleurs à s'en rendre compte. Sur Twitter, le 8 juillet, elle écrit « Les macronistes semblent refuser le verdict des urnes et la nomination d'un Premier ministre du nouveau Front populaire ». Et oui, parce que Manon Aubry est en train de comprendre que déjà, le nouveau Front populaire n'a pas gagné ces élections. En termes de sièges, regardez comme moi, certes, quand on prend l'ensemble, on a l'impression qu'ils sont premiers, mais quand vous prenez le découpage, il n'y a aucun parti qui domine, et on sait très bien que ce nouveau front ne tiendra pas. Donc, quand la LFI sera exclue, j'y reviendrai dans quelques minutes, le nouveau Front populaire sera obligé de se rallier au parti présidentiel pour espérer un semblant de majorité. C'est assez clair là-dessus, et ils sont en train de le comprendre. Johanna Rolland, maire de Nantes, donc également ralliée au nouveau Front populaire, a déclaré dans les 4 vérités le 9 juillet, elle se dit ouverte à une coalition avec certains macronistes de gauche. Nous disons, sur les bases du nouveau Front populaire, nous sommes clairs, mais pas sectaires. Donc celles et ceux qui veulent se retrouver sur ces bases, je pense notamment, pour dire les choses de manière simple, aux macronistes de gauche qui pourraient s'y retrouver, nous serons ouverts. Ça, c'est la première piste. En face, vous avez Violette Spilibou, qui est une sorte de Darmanin avec un brushing, qui est du groupe présidentiel, qui le 8 juillet sur LCP a déclaré « Il y a une condition à toute discussion avec les partis de gauche, c'est la désolidarisation avec LFI ». Il y a une condition pour nous à toute discussion avec les partis de gauche, c'est la désolidarisation avec la France insoumise. Donc, pour résumer un petit peu ce qui va se passer avec le nouveau Front populaire, d'après moi les amis, on va assister à une explosion en direct, telle qu'on l'a vécu avec la NUPES, et avec des arguments que l'on peut déjà imaginer. C'est simple, il y a quelques semaines en arrière, tous les autres partis du nouveau Front populaire insultaient la France insoumise d'antisémites. Ils disaient qu'ils avaient franchi la ligne rouge, qu'ils refusaient de condamner le Hamas, bref, tous les pires maux de la terre, et à ce moment-là, il n'y avait aucune union. Maintenant que les législatives sont passées et que tout le monde a pu prendre son pognon, le nouveau Front populaire va dire, bah écoutez, LFI, vous êtes bien sympa, mais on vient de se rappeler, en fait, vous êtes antisémite. Donc on va vous dégager, et qui plus est, vous n'êtes pas dominant. Vous n'avez pas la dynamique pour vous dans le nouveau Front populaire, donc on va vous dégager et on va se rapprocher de la majorité présidentielle pour ne pas être jugé non républicain ou anti-républicain. Vous allez voir ce fameux barrage républicain contre le RN qui va se réorienter contre la France insoumise pour forcer le nouveau Front populaire à se détacher et donc à se soumettre au groupe présidentiel. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Et pour la petite anecdote, les amis, pour vous dire à quel point la dynamique a changé, ça vaut ce que ça vaut. C'est très symbolique, mais je trouvais ça intéressant. Je suis allé me promener sur le site de la NUPES, le site internet de la NUPES. Dans les mentions légales, vous pouvez voir des choses très intéressantes. Et regardez sur la NUPES qui est le directeur de la publication sur le site de la NUPES, Manuel Bompard. Donc on voit qu'il y a une sorte de possession du site, de création du site, sous l'égide de la France insoumise. Et bien je suis allé voir le site du nouveau Front populaire et regardez les mentions légales. Qui est le directeur de la publication? C'est Parti socialiste. Tout est rattaché au Parti socialiste. Certes, ça n'est pas l'enquête du siècle, mais je trouve que ça en dit long sur qui possède le pouvoir sur le nouveau Front populaire et avant sur la NUPES. Ces résultats aux législatives 2024 sont la preuve que le système gagne à tous les coups. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez toujours un barrage qui va se déplacer contre le parti qui pose problème au système établi, et vous avez toujours des citoyens qui vont gober et qui vont se dire qu'en fait ils luttent contre plus grand qu'un parti politique. Ils luttent contre l'islamisme, contre le nazisme, contre ma grand-mère, tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, on vous l'a prouvé plus que jamais. Le nouveau Front populaire, aujourd'hui, ne doit sa victoire qu'à sa défaite de demain. Je suis sidéré de voir tous les représentants du nouveau Front populaire célébrer ce qui se passe comme une victoire. Ils ont gagné parce que déjà, ils ont dû faire une alliance de plusieurs partis, et surtout, ils ont gagné grâce à la mobilisation de tout un système médiatico-politique qui a ressorti son arme nucléaire, qui est le barrage républicain, mais qui, tôt ou tard, se déplacera contre le nouveau Front populaire. Imaginons que le nouveau Front populaire réussit à s'installer politiquement, qu'il n'y a pas de désunion, qu'il n'explose pas, qu'à l'Assemblée, ils réussissent à mettre en place leur projet politique, qu'ils assument leurs promesses. Vous croyez qu'en 2027, le système va continuer à faire barrage au RN? Malheureusement non, le barrage va se déplacer contre le nouveau Front populaire pour justifier du maintien au pouvoir de Macron ou l'un de ses Playmobil, Attal, Philippe, qui vous voulez. Et à ce moment-là, le nouveau Front populaire viendra chialer. Imaginez la réaction des gens du nouveau Front populaire si en 2027, après avoir gagné de la place, du pouvoir
de la présence dans la scène politique française, si en 2027, le RN fait une alliance avec les LR, avec le soutien du parti présidentiel, avec Reconquête, et qu'à ce moment-là, tout le système médiatico-politique se met à défendre cette alliance, disons, du nouveau front de droite, je dis n'importe quoi. À ce moment-là, le nouveau Front populaire va chialer en disant « c'est inadmissible, c'est antidémocratique, la Macronie accepte de se rallier à un extrême ». Et c'est normal. Ça a été la réaction des gens de l'extrême droite, des gens du RN, qui ont vu tout ça se diriger contre eux. C'est un cambriolage démocratique et qui se déplacera contre tout le monde. Chers amis du nouveau Front populaire, ne célébrez pas ce qui vous fera pleurer demain. Donc on récapitule les amis, on arrive gentiment à la fin de cette analyse. Je vous l'ai dit, c'est un cambriolage démocratique. Je ne parle pas, alerte Conspiracy Watch et Rudy Reichstadt, je ne parle pas de vote électronique, je ne dis pas que ça a été volé comme Trump ou Bolsonaro. Non, non, non. Je suis beaucoup plus sage. Je vous dis que nous avons vu une fois de plus des sondages qui se sont complètement plantés, mais que l'on a laissé faire pendant des semaines jusqu'à duper les esprits, jusqu'à renforcer cette volonté du peuple de lutter contre le RN qui devait tout dévaster, et finalement il n'en est rien. Je vous parle de ce barrage républicain qui est un cambriolage démocratique, qui est aujourd'hui célébré par des gens qui le pleureront demain, parce que c'est bien la preuve que tout notre système, quand il s'active dans son ensemble, peut décrédibiliser n'importe quel parti. Et aujourd'hui, on parle d'extrême gauche, de gauche et d'extrême droite, mais si demain, un candidat du peuple qui arrive à avoir le soutien du peuple, sans être dans les extrêmes, sans être trop clivant ou autre, si ce candidat du peuple subit le barrage républicain, vous allez aussi pleurer, vous allez aussi dire que ce système en place nuit complètement à la démocratie. Donc c'est ce qui se passe. Il faut respecter le résultat des urnes. Bravo au nouveau Front populaire d'avoir cette dynamique-là, mais vous avez gagné grâce à un cambriolage démocratique. Donc attention à ça, soyons prudents. Nous avons notre démocratie qui est en train de mourir sous nos yeux, et nous sommes tous là en disant « oui, mais on a battu les nazis ». On a aujourd'hui dans le pays une partie de la bourgeoisie qui jusque-là se disait républicaine, une partie aussi parfois du champ médiatique qui est tout à fait prête à concevoir que le Rassemblement national arrive au pouvoir et à formuler l'idée que mieux vaut Hitler que le Front populaire. Et donc c'est ce que je voulais vous dire pour conclure les amis. Emmanuel Macron est le grand gagnant de tout ça. Il vous a démontré qu'il peut toujours se maintenir quoi qu'il arrive. Quelles que soient les dynamiques électorales, il a un système à sa botte qui lui permet de se maintenir quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, quelle est la réalité du terrain? Là encore, il faut regarder les choses froidement. Abandonner les promesses comme ça des dirigeants du nouveau Front populaire qui vous disent « Macron est obligé de nommer un Premier ministre du NFP ». Jamais de la vie. Rien ne l'oblige. Il n'y a pas de majorité absolue, il n'a aucune obligation. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire, qui n'est d'ailleurs pas foutu de trouver le nom d'un Premier ministre à envoyer, propose une fausse exigence, fait un mensonge clair à ses électeurs. Emmanuel Macron n'a aucune obligation. Il peut tout à fait continuer avec Attal si ça lui chante, ou n'importe qui, ou peut-être même François Hollande à la rigueur pour se foutre encore plus de la gueule du NFP. Tout est possible. Mais le pire dans tout ça, c'est que Emmanuel Macron va utiliser ce vote comme un vote de confort. Il n'a pas perdu. Aujourd'hui, le parti présidentiel est à 168 sièges. Il n'y a pas de majorité relative, certes, mais il n'y a pas de minorité non plus. Donc, Emmanuel Macron va utiliser ça comme il l'avait fait en 2022, rappelez-vous, on avait fait barrage au fascisme et Emmanuel Macron avait mis en place la réforme des retraites en disant mais les gens m'ont réélu, donc c'est que quelque part ils sont d'accord avec mon projet et il va refaire pareil, il va vous dire les gens ne m'ont pas mis une telle claque donc on continue et on accélère, donc soyons bien d'accord là-dessus. Emmanuel Macron fait ce qu'il dit, et d'ailleurs dans Politico du 8 juillet qui relate l'une de ses phrases, Macron a déclaré « Nos idées continuent d'être là et n'ont pas moins de votants ». Donc il vous le dit, il va continuer, et vous l'avez conforté en prétendant combattre un fascisme qui n'était pas celui que vous croyez. Oui. Et oui les amis, parce que je veux finir là-dessus, c'est vraiment un message à la fois positif, mais surtout pour éviter que nous nous leurrions un petit peu tous à, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, à imaginer des combats plus grands que nous, plus grands que la politique française. Il y a une réalité de terrain qu'il faut que vous acceptiez. Aujourd'hui, si la France Insoumise était un parti réellement islamo-gauchiste, ou si le Rassemblement National était un parti réellement néo-nazi, ces partis-là seraient interdits. Les partis politiques sont constitués en association de la loi 1901, et vous voyez, Darmanin n'hésite pas à dissoudre des associations quand ça lui chante. Donc, un parti politique réellement hors la loi serait interdit. Arrêtez de vous raconter n'importe quoi. Donc, ce qu'on vous dit à chaque élection pour justifier du maintien du pouvoir en place est un mensonge. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme, il n'y a pas de nazisme. Sinon, ce serait interdit par la loi. Donc, on vous raconte des histoires pour justifier du vote utile, du vote de la raison que vous devez faire, mais on va trouver des défauts à des partis politiques, et ces défauts n'existent pas.
Bien évidemment, je précise, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun islamiste ou aucun islamo-gauchiste chez le Nouveau Front Populaire, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun raciste au Rassemblement National, mais il y a surtout des faits isolés que l'on monte en épingle dans les moments chauds pour justifier d'un autre vote, pour détourner la société d'un vote différent du système en place. Mais ces cas isolés, gravissimes et à condamner évidemment, ne justifient pas de la décrédibilisation de tout un parti. Sinon, on s'en sort jamais. Alors, on peut prendre des exemples de « oui, mais Marine Le Pen, son père, en fait, Vichy, tu vois. » Oui, d'accord, mais Clémentine Autain, son grand-père, qui a fondé le Rassemblement National, enfin, qui a cofondé une branche du Rassemblement National en Algérie, bref, on peut toujours faire ces procès-là, mais on voit bien qu'on les utilise quand ça arrange le système. Donc, arrêtons de se faire avoir avec cette dynamique-là. Donc voilà les amis pour cette analyse un petit peu fleuve, analyse longue. J'ai hâte de voir vos commentaires. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais c'est tout le but de la manœuvre. N'hésitez pas à réagir les amis, donnez vos avis, partagez vos réactions. Et n'oubliez pas, surtout quoi qu'il arrive, on reste ensemble, on garde la banane. C'est surtout ça qui pourra les secouer. Allez, je compte sur vous, à très bientôt.